Bonsoir à tous et bienvenue. La COP15 se poursuit à Abidjan. Alain Richard Donvaï a été élu pour présider cette 15e conférence des parties sur la désertification, un mandat de 2 ans jusqu'à la prochaine COP en 2024. Levée de corps ce mercredi du président de l'Assemblée nationale à la mosquée de la Riviera Golf, une cérémonie très émouvante en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Et puis au Sénégal, 3 maïoticiennes condamnées après le décès d'une femme enceinte dans un hôpital. L'affaire avait provoqué une vive émotion dans le pays. Pour les 2 prochaines années, l'ancien ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, présidera la COP15 au nom de l'État ivoirien. Unique candidat, il a été élu par acclamation ce mercredi. Il s'est dit très honoré avant de rappeler la difficulté de la mission qui l'attend. Pierre Dipomélin. L'ancien ministre Alain Richard Donvaï, porté à la tête de la COP15, en qualité de président pour une période de 2 ans, après les chaleureuses acclamations des participants, pour saluer cette proposition du chef d'État ivoirien, Alassane Ouattara, le nouveau président de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies, sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, s'est engagé à conduire sa mission avec humilité avant de présenter son plan d'action. De nombreux efforts ont été faits depuis la COP14. Mais il reste encore beaucoup à faire. Aussi voudrais-je partager avec vous quelques éléments de réflexion qui marqueront ce mandat, à savoir la prise en compte plus que nécessaire de la question du genre et des jeunes dans nos travaux. D'ailleurs, la tenue du caucus des femmes et du forum des jeunes en souligne l'importance. Le président Alassane Ouattara a vanté les mérites du nouveau président de la COP15, qui a été pendant plus de 5 ans son ministre des Eaux et Forêts. Le chef d'État est aussi revenu sur l'initiative d'Abidjan, qui a connu une grande adhésion des partenaires financiers avec une collecte de plus de 2 milliards de dollars sur 1,5 milliard attendus. La Côte d'Ivoire envisage de promouvoir les actions de restauration de nos terres et nos écosystèmes forestiers, d'améliorer la productivité agricole et de renforcer la résilience des populations à travers des initiatives innovantes et inclusive, intégrant des acteurs du secteur privé, la société civile et les communautés locales. C'est dans ce sens, c'est dans ce cadre que nous avons présenté au cours du sommet des chefs d'État et de gouvernement l'initiative d'Abidjan, qui s'étend sur une période de 5 ans. Je me réjouis à cet égard de l'adhésion et du soutien de nos partenaires techniques et financiers qui ont décidé de contribuer financièrement à cette initiative à hauteur de 2,3 milliards de dollars américains, bien au-delà des 1,5 milliard attendus. Alain Richard Donvaï succède ainsi à l'ancien ministre de l'Environnement indien, porté à la tête de l'institution à la COP14 à New Delhi. Le corps d'Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale, décédé samedi à Abidjan, a quitté la capitale économique pour rejoindre Séguéla, la terre de ses ancêtres, à la mosquée de la Riviera Golf. Un peu plus tôt, une fatia a été récitée pour le repos de son âme, une cérémonie de levée de corps en présence du président de la République, dont il fut un proche collaborateur. Salif Yadekwe, Kim Eric. Grande mosquée de la Riviera Golf, ce mercredi, recueillement et prière à l'occasion de la levée de corps de l'ex-chef du Parlement ivoirien, Amadou Soumaoro, décédé samedi dernier. Lecture intégrale du noble Coran, bénédiction au rendez-vous. En présence de plusieurs personnalités, dont le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui pleure, l'un de ses plus fidèles compagnons. Touchée par le soutien depuis l'annonce du décès, la grande famille du Woroba, affligée par cette grande perte, a traduit ses remerciements à travers le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Excellence, Monsieur le Président de la République, Dieu a donné au Woroba Amadou Soumaoro. Il l'a repris quand il l'a décidé et quand il a voulu. Pas une seconde en moins, pas une seconde en plus. Amadou Soumaoro a été une école de loyauté et de conviction pour les idéaux portés par M. le Président de la République. Merci à tous ceux et toutes celles
qui se sont associés à notre deuil. C'est toute une nation qui pleure. Amadou Soumaoro, membre fondateur du Rassemblement des Républicains, ex-ministre du Commerce. C'est un deuil que frappe la classe politique, c'est un deuil qui frappe l'État, c'est un deuil pour le Woroba, pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais m'associer à l'hommage qui lui a été rendu, m'associer aux condoléances à son épouse, à ses enfants, à sa famille, au RHDP, et dire que ça a été un homme de combat, combat politique, de conviction, de loyauté. L'exemple doit être suivi par les jeunes générations. Nous devons retenir de lui une leçon de fidélité, de loyauté, une ligne de conduite sur le bon chemin. Et nous prions Dieu pour qu'il accepte dans son paradis et fortifie ses enfants, fortifie le président de la République dont il fut l'un des fidèles compagnons dans la lutte du développement de la Côte d'Ivoire. Adieu, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Adieu, Tchamba. Reposez en paix. Le secrétaire d'État du Vatican, Pietro Parolin, a été en terre ivoirienne pour une visite de 3 jours, un séjour durant lequel il a visité Yamoussoukro, où siège la plus grande basilique du monde. Il y a célébré une messe avant de se rendre à l'hôpital Saint-Joseph de Moscati, un établissement qui fonctionne selon les principes catholiques. Nadja Ejar. Après Abidjan, où il a assisté à la messe d'ordination épiscopale du premier nonce apostolique ivoirien, c'est dans la ville de Yamoussoukro, où se trouve la basilique de Côte d'Ivoire, que s'est poursuivie la tournée du secrétaire d'État du Vatican en terre ivoirienne. Une escale, émaillée par un dépôt de gerbes de fleurs sur le caveau du Père de la Nation, une visite de l'hôpital Saint-Joseph Moscati et une participation aux célébrations de messe au sein de la basilique Notre-Dame de la Paix. Pour l'émissaire du Vatican, le bilan de son séjour est satisfaisant. On a eu des dialogues très intéressants, disons un peu sur les questions bilatérales, mais aussi sur des questions internationales. Et je suis très satisfait pour cette visite. Je pense que ça sert beaucoup à consolider les relations entre les Saint-Sièges et la République et la Côte d'Ivoire. Accompagné par une délégation ministérielle, Pietro Parolin a pu s'imprégner des réalités de l'hôpital Saint-Joseph Moscati, où il est prévu un appui du gouvernement. Nous avons prévu donc à partir de cette année donner donc à l'hôpital une subvention pour que cet hôpital puisse non seulement servir avec le plateau technique tel que ça a été conçu au départ, mais permettre donc d'élargir le périmètre de soins aux populations les plus vulnérables. La visite du secrétaire d'État du Saint-Siège en Côte d'Ivoire a duré 72 heures. Elle a été animée, en plus des rencontres et célébrations religieuses, de plusieurs audiences avec les autorités diplomatiques et politiques, avec à leur tête le président de la République, Alassane Ouattara. Pour encourager les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat, un pôle d'innovation entrepreneuriale a ouvert au lycée technique d'Abidjan, un instrument financé en grande partie par le PNUD et les ministères en charge de la jeunesse, des PME et de la formation professionnelle. Nadja Eja, Tanguy Kona. D'une capacité de 100 places, le pôle d'innovation entrepreneuriale du lycée technique d'Abidjan, premier modèle sur les 6 prévus dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, est désormais opérationnel. Ouvert à tout entrepreneur âgé entre 15 et 49 ans, ce centre est composé, outre la salle de formation et l'espace de collaboration, d'un incubateur et d'un accélérateur. Ce pôle est destiné à recevoir des petites et moyennes entreprises dans des locaux dédiés avec des services de soutien à la formation, de soutien logistique et d'accompagnement à la création d'entreprises, mais également à la recherche de financement. L'accélération est un département très sélectif déjà d'entreprises qui sortiraient du pôle d'incubation et on leur ferait des sessions de coaching intensif, du mentorat, on les accompagnera à la recherche de financement, mais avec des objectifs très précis, dans un délai également à échéance très courte. Financé à hauteur de 200 millions de francs CFA par le PNUD, la création de ce centre fait suite à un accord entre l'Institution des Nations Unies et les ministères en charge de la formation professionnelle, de la jeunesse et de celui de la promotion des PME. Notre ambition est de soutenir la création de 100 000 emplois dans des domaines non pas classiques, mais plutôt orientés vers le monde de demain à travers les technologies du futur avec tous
tout le potentiel de croissance qu'elle offre. Je suis persuadée que les pôles d'innovation entrepreneuriale seront des lieux privilégiés pour le renforcement des capacités des jeunes et le partage des connaissances. Pour bénéficier des services offerts dans ce pôle, l'entrepreneur devra avant tout passer par l'étape d'inscription en ligne via le guichet unique digital de soutien à l'entrepreneuriat jeune. Un outil essentiel qui renferme 5 composantes majeures, parmi lesquelles le développement de compétences entrepreneuriales, la co-création et le prototypage de produits et services, le financement et l'accès au marché. Et puis, conduire à Abidjan est un véritable casse-tête pour les Abidjanais et encore plus ces derniers jours. Avec la COP15 et le FEMUA, les embouteillages sont de plus en plus nombreux dans la capitale économique. Une situation devenue insupportable pour les populations. Mardoché Kwasi, Mathurin Badé. Issa Traoré, éducateur dans un établissement secondaire, peine à regagner son poste ce matin après une course à la préfecture de police d'Abidjan. La cause, un énorme embouteillage sur l'axe Abobo-Adjamé. Il y a trop d'embouteillages à Abidjan, tout est bouchon. Je suis présentement en train de marcher, je viens à la préfecture de police. Vous voyez l'embouteillage, il n'y a même pas de véhicule, il n'y a pas de classe, on marche. Donc c'est sûr que je serai en retard au service. Nous, on a la charge des enfants des gens qui ont quand même besoin de nos prestations. Si on est déjà en retard ou on est absent, vous voyez l'impact déjà sur l'éducation des enfants. Comme lui, de nombreux employés abidjanais subissent de plus en plus de désagréments dus aux embouteillages. J'ai quitté à Nador, le rond-point d'Anador à 7h10. Je suis arrivé au bureau à 9h. Vraiment, c'est terrible. Aujourd'hui, ça nous empêchait vraiment de travailler et d'être efficace. On a dû décaler certaines tâches à cause des embouteillages. Du côté des travailleurs indépendants et des hommes d'affaires également, les embouteillages causent d'énormes préjudices. Des difficultés pour faire la recette du jour, à la perte d'un marché pour le milieu des affaires, en passant par des retards de livraison, tout y passe. Ça ne nous permet pas d'arriver vite au lieu de rendez-vous, pouvoir faire la livraison. Par jour, au lieu de plusieurs livraisons, on peut avoir peut-être une seule livraison pour toute une journée. Ça nous fait dépenser et puis ça ralentit les activités. Voilà. Donc voilà en gros ce que ça nous pose comme problème. On ne peut pas faire la recette. La dernière fois, il y a pris une dame à Yopogon pour Trècheville. On a fait pratiquement 2h30. Pour un arrangement de 3000, mais la dame, elle ne veut rien mettre dessus. Bon, quand c'est comme ça, ça joue sur le chauffeur. Là, ça nous arrange pas. On a fait recette, on a pris carburant, tout ça là, tu vois, non? Vous voyez. Donc quand c'est comme ça, là, ça nous arrange pas. Mais depuis matin, c'est mon deuxième voyage qui est là. Tu vois, non? On a fait recette 28 000. Tu vois, avec carburant, tout ça là. Vous voyez, non? Je m'en vais pour un rendez-vous avec un client. Depuis 10h, il m'attend au 220. Je suis dans l'embouteillage. Il m'a appelé plus de 10 fois. Vraiment, c'est quelque chose, c'est un désagrément, on ne peut pas expliquer. Ça nous fait perdre le temps, ça nous fait perdre le carburant, ça nous fait perdre tout. On ne sait même pas ce qui se passe devant. Et c'est depuis Abobo jusqu'ici. On est à Makassi. 2 heures de temps, Abobo à Djamé, c'est pas acceptable. Les embouteillages à Abidjan sont dus à plusieurs facteurs, notamment les grands chantiers de voirie en cours dans la capitale économique, sans oublier l'indiscipline et le manque de courtoisie de certains conducteurs sur la voie publique. Toutefois, l'achèvement de nombreux chantiers de construction d'échangeurs à Abidjan pourrait constituer un début de solution, même si la saison des pluies qui a démarré n'est pas faite pour améliorer la situation. Lancé hier, le FEMUA se poursuit à Abidjan. Ce mercredi a été marqué par 2 espaces d'expression dédiés à la jeunesse. Il s'agit du Carrefour Jeune et du FEMUA Kids, comme nous le montre ce reportage de Brice Niawa et Chèque Bleu. Jour 2 du FEMUA 14. Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Au programme, le Carrefour Jeunesse. Dans plusieurs salles de l'Institut national de la jeunesse et des sports, ateliers de formation, panels et autres échanges se déroulent sur les défis de l'insertion professionnelle et leur autonomisation, d'où le thème « Entrepreneuriat et employabilité des jeunes ». Vous avez aussi des jeunes qui vont parler à des jeunes sur des questions de leadership, sur des questions de développement personnel, sur des questions de développement du potentiel humain. C'est toute une gamme de formations, d'informations pour permettre à tous ces jeunes-là de venir à ce carrefour et de retourner avec un plus. Il y a beaucoup d'opportunités sur le continent, il y a beaucoup d'opportunités en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message pour moi, pour la jeunesse ne doit rien attendre en fait des autres, mais la jeunesse doit au contraire pouvoir se former pour affronter les difficultés de la vie. C'est déjà une culture personnelle
et rencontrer certaines personnes, me frotter à eux, partager leur expérience, pouvoir demain entreprendre quelque chose aussi. À quelques pas de là, le FEMUA Kids. Les tout petits, sur les toboggans ou avec les clowns, ne sont pas en marge de ce rendez-vous culturel, meublé par des concours de danse et des tours de magie pour égayer ces enfants venus de partout. Je suis très heureux d'être ici au FEMUA parce que je suis avec mes amis. C'est vrai que je n'entends pas, je suis sourd, mais nous sommes ici avec les autres enfants qui entendent bien et c'est la joie. Nous nous amusons, nous avons visité les stands, on a bu des jus. Vraiment, nous sommes heureux et j'apprécie cela. La soirée de la République démocratique du Congo, pays invité d'honneur pour cette année, qui se tient à présent à l'Institut français d'Abidjan, est aussi l'un des points phares de cette deuxième journée du FEMUA 14. On l'a appris il y a quelques heures, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est convoqué à Bamako, au Mali, par la justice dans le cadre d'une enquête portant sur une atteinte aux biens publics et autres infractions. Cette convocation intervient dans un contexte de relations très tendues entre la France et le Mali. Cette enquête faisait suite à une plainte d'une plateforme de plusieurs associations de la société civile malienne dénommée Maliko, c'est-à-dire la cause du Mali. Il s'agit de l'attribution d'un marché de production de passeports maliens à une société française à laquelle le fils de Le Drian serait lié. À l'étranger, le drame de la mortalité maternelle au Sénégal. 3 maïoticiennes ont été condamnées à 6 mois de prison avec sursis après la mort d'une femme enceinte dans un hôpital. Elle avait attendu longtemps une césarienne alors qu'elle était dans de très grandes souffrances. L'affaire avait provoqué une grande émotion dans le pays. Au terme du procès ce mercredi, le mari de la défunte s'est dit déçu de cette décision de justice. Mardoché Kwasi. Ce drame a suscité sur les réseaux sociaux une vague d'indignation contre les carences du système de santé publique dans ce pays et a provoqué des réactions au plus haut niveau de l'État. Selon la presse sénégalaise, Astou Sokna, mariée et enceinte de 9 mois, est décédée à l'hôpital de Louga le 1er avril dernier, après ce que la presse locale a présenté comme une longue agonie et un déni de soins. Le jugement a été prononcé en présence des 6 prévenus et de nombreuses agentes de santé venues apporter leur soutien à leurs collègues poursuivis. Les 3 femmes condamnées avec sursis étaient de garde la nuit où Astou Sokna a été admise à l'hôpital. L'équipe de jour devait être lavée de tout soupçon, qui n'avait rien à se reprocher. En tout état de cause, le tribunal n'a pas retenu leur culpabilité. Par contre, l'équipe de nuit, le tribunal a retenu leur culpabilité pour les faits à elles reprochés et pour ce faire les a condamnées toutes à 6 mois de prison assortis de sursis. Le parquet avait pourtant requis 1 an de prison, dont 1 mois ferme contre 4 des 6 prévenus et la relaxe pour les 2 autres lors du procès le 27 avril. Une grande déception donc pour les proches et les avocats de Astou Sokna. Il a été également dit dans la plainte qu'il y a un faux, usage de faux, qui n'a pas été relevé ou dont l'incrimination n'a pas été retenue. J'ai fait ce que je devais faire. Le vrai combat était de montrer à la face du monde qu'il y a un réel problème de prise en charge des patients dans nos hôpitaux et j'y suis parvenu. Ma seule victoire, c'est de pouvoir dire tout haut ce que tout le monde dit tout bas. Nous ne pouvons pas contester la décision du tribunal pour l'instant, malgré notre désaccord face à cette décision. Nous ne sommes pas satisfaits. Du côté de la partie civile, on n'est pas déçu par la décision du tribunal, même si on s'attendait à mieux. L'objectif de la partie civile n'était pas de faire condamner à de la prison ferme. Ce que nous voulions, et le tribunal nous a suivis, c'est une déclaration de culpabilité, a indiqué un avocat de cette partie civile. Face au tollé provoqué par la mort de cette dame, le président sénégalais Macky Sall a publié un message de condoléances et a appelé à situer les responsabilités. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50 Evelyne, débat, excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.